Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver devant notre cher public, Philippe Leduc, Renaud Degas. Nous sommes extrêmement heureux de recevoir le professeur Alain Fischer et nous allons parler de quoi? De science, mais surtout de vaccination. Avec vous, Alain Fischer, vous êtes le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. La vaccination, Alain Fischer, contre le Covid va, on l'espère, changer évidemment la face de la pandémie. Nous allons voir si effectivement ce sera le cas. Sans doute d'ailleurs sur le plan évidemment scientifique, c'est à la fois une promesse et une prouesse technologique, scientifique, médicale. Pour autant, Alain Fischer, de nombreuses questions nombreuses et importantes subsistent, notamment celle évidemment du développement soutenu nécessaire de la vaccination. Donc pour nous éclairer, nous allons dialoguer pendant 1 heure. Vous êtes médecin, vous êtes un grand médecin, vous êtes un chercheur reconnu et célébré, vous êtes professeur d'immunologie pédiatrique, pas très loin, hein, d'ici à quelques encablures à l'hôpital Necker. Vos travaux ont porté en particulier, on le sait, sur les déficits immunitaires acquis dès la naissance. Vous êtes, on pourrait dire, le papa des bébés bulles. Ça vous convient que l'on dise cela ? Pas tout à fait sûr, parce qu'ils ont de vrais papas et c'est mieux que leur papa reste leur vrai papa, et médecins et chercheurs, ça suffit. Voilà, chercheurs, médecins notamment spécialisés en thérapie génique avec des succès tout à fait considérables. Alors, la pandémie est-elle, Alain Fischer, à un tournant grâce à la vaccination? Comment accélérer cette vaccination ou alors réduire les freins? Quid des menaces évidemment des variants? Alors on est tous spécialistes de alpha, bêta, gamma, delta. Éviter en réalité, c'est là la question, éviter une nouvelle vague, notamment à la rentrée de septembre. Merci à celles et ceux qui nous soutiennent, BVA, le groupe Pasteur Mutualité, Medtronic et Point Vision. Cette émission est enregistrée ce mercredi 23 juin. Première question, Philippe Leduc. Bonjour Alain Fischer, vous êtes Monsieur Vaccin, vous n'aimez pas trop cette expression, mais on peut la garder quand même, depuis plus de 6 mois. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment allez-vous ? Parce que la situation a été parfois houleuse. Alors c'est vrai que vous aviez l'habitude, avec la concertation citoyenne que vous aviez déjà organisée en 2016 sur la vaccination des petits-enfants. Alors vous étiez avec une proposition tout à fait originale de passer de 3 à 11 vaccins obligatoires pour justement les rendre plus obligatoires. Donc c'était original, vous aviez connu déjà pas mal de débats houleux. Aujourd'hui, il y a eu débat houleux. Alors comment allez-vous ? Quelle était votre principale inquiétude ? Quel est votre principal sujet de satisfaction ? Écoutez, je ne sais pas si l'adjectif houleux est tout à fait juste, enfin à la limite, peu importe. Il y a débat, il y a eu des controverses, parfois bien fondées, parfois moins bien fondées, peu importe. Je veux dire, c'est la loi du genre à partir du moment où un scientifique, ce que je prétends être, s'expose un tout petit peu sur la place publique, est en interface à la fois avec le monde professionnel de la santé, avec le grand public, les citoyens qui sont évidemment les juges et les acteurs de cette affaire, et également le monde politique et les médias. Voilà. Donc vous allez bien, mais quelle était votre principale inquiétude ? Principale inquiétude ? L'inquiétude initiale, c'était est-ce que nous allions disposer en quantité suffisante de vaccins, il faut rajouter un adjectif important, efficace, et un autre, sûr. Voilà. Si on prend la situation telle qu'elle était connue en début décembre, au début de ma mission, nous avions les annonces, mais pas encore de publications scientifiques, ni même de dossiers disponibles, les annonces des industriels Pfizer et Moderna, que leurs essais cliniques, dits de phase 3, montraient une efficacité très spectaculaire de leurs vaccins en protection de la maladie Covid. Mais voilà, c'est tout ce que nous savions. Donc il fallait confirmer cela. Oui. Ça a été confirmé, et aujourd'hui, donc on est au-delà des espérances, parce que ça s'est confirmé à très grande échelle, à l'échelle mondiale, donc plus d'1 milliard de personnes vaccinées, même si c'est encore très insuffisant, et une protection qui est claire, indiscutable, et qui a permis de réduire, au moins dans certains pays, la circulation du virus et la maladie. Et la satisfaction en 6 mois, est-ce que d'être au front comme ça, que ça n'a pas été trop dur, donc vous avez résisté, vous avez subi des débats un peu difficiles parfois au Parlement Franchement, pas tant que ça. Je m'attendais plutôt à pire, entre guillemets. Non, c'est normal qu'on soit interpellé, autant que faire se peut, sous une forme courtoise et fondée. Ça arrive tout le temps, et encore une fois, ça fait partie
la discussion démocratique, je dirais, d'un pays. J'ai pas été, à vrai dire, vous faisiez allusion à la concertation citoyenne sur la vaccination des nourrissons qui a eu lieu il y a maintenant 5 ans. Curieusement, alors que j'étais moins exposé à l'époque, ça avait été plutôt plus houleux que cette phase actuelle. On essaiera quand même d'aller effectivement au fond sur ces sujets-là, parce que c'est évidemment assez passionnant, ce carrefour, cette rencontre entre science, recherche et société. Tout va passer quand même, on est d'accord, par l'acquisition de cette immunité de groupe. Alors, où en est-on? Et pour prolonger un tout petit peu la question excellente de notre ami Philippe, c'est finalement, est-ce que vous-même, en tant que spécialiste des vaccins, en tant que, je l'ai dit, médecin, chercheur, etc., est-ce que vous avez été surpris par, finalement, la qualité de cette, ce que j'appelais, moi, prouesse technologique? Vous attendiez à ça? On est tous des grands spécialistes maintenant du vaccin à ARN messager, mais enfin bon. Si on se reporte 1 an en arrière, juin 2020, et si quelqu'un était venu nous dire, écoutez, dans 1 an, près d'1 milliard d'habitants de cette planète ont été vaccinés de façon sûre et efficace, avec des vaccins qui protègent, disons, à peu près 90% contre l'infection, à plus de 95% contre les formes graves de la maladie, que ce bénéfice persiste au minimum 6 mois, on l'aurait pris pour un fou, ou à peu près, enfin en tout cas quelqu'un qui prétend des choses, qui rêve. Et le rêve est devenu réalité. Donc c'est une prouesse scientifique unique dans l'histoire. Je pèse mes mots, enfin en tous les cas c'est mon évaluation. Dans l'histoire de la santé, c'est unique d'avoir obtenu en un temps aussi bref un résultat aussi spectaculaire en termes de santé publique. C'est absolument unique. Alors ce n'est pas qu'une prouesse scientifique, c'est aussi une prouesse industrielle. C'est dans une certaine mesure aussi le fruit d'un certain nombre d'investissements financiers des politiques, du monde politique, surtout aux États-Unis, un peu en Europe, mais surtout aux États-Unis. Donc c'est tout ça, mais avec un résultat qui, encore, je le répète, qui est bien au-delà des espérances. Pourquoi les voies traditionnelles, enfin les vaccins dits traditionnels, ont finalement moins bien marché ou moins vite? Enfin, alors moins vite, c'est pas sûr qu'ils marchent moins bien. On attend encore, ça va plus lentement, mais les vaccins classiques type protéines plus adjuvants, c'est par exemple ce que développe Sanofi, mais aussi une boîte américaine qui s'appelle Novavax. On attend leur vaccin en principe en fin d'année, donc effectivement par rapport au premier, il y a une bonne année de décalage, peut-être plus long à développer que les vaccins ARN qui ont été spectaculaires et qui sont une technologie intéressante parce que très souple et très rapide à mettre en œuvre. C'est une vraie avancée technologique. Il faut quand même rappeler que derrière cette avancée technologique, il y a 30 ans de travail. C'est-à-dire que, si je puis dire les choses de façon peut-être un peu étonnante, la pandémie sur ce plan est venue au bon moment. Elle serait venue il y a 5 ans, on n'aurait pas eu des vaccins ARN en 1 an. La France a eu un prix Nobel avec l'ARN messager quand même. Alors, ça c'est sur l'aspect. Vous avez raison de parler de cela parce que la recherche fondamentale était, comme toujours, dans toutes les avancées en médecine et dans d'autres domaines, à la base, il y a la recherche fondamentale. Donc les années 60 ont vu la découverte et la compréhension du rôle des ARN messagers, donc Monod, Lvov, Jacob. Mais ensuite, il y a eu donc énormément d'efforts de recherche de par le monde, cette fois-ci en but d'application des ARN, notamment dans le domaine de la vaccination. Oui. Ça fait 30 ans qu'on cherche à utiliser des ARN pour vacciner. Oui. Et les progrès sont venus dans les 10 dernières années. Oui, c'est un peu facile, mais la polémique, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais on pensait effectivement que cette grande maison qui avait vu Monod, etc., de Pasteur, on ne les a pas vus au rendez-vous, là. Votre commentaire ? Oui, Pasteur reste une merveilleuse institution de recherche. Il faut faire attention à ne pas être excessivement critique. Ils avaient un projet, une idée qui était intéressante en plus de vaccin, fondée sur une modification d'un vaccin éprouvé qui est le vaccin contre la rougeole. Malheureusement, il se trouve que ça ne fonctionne pas. Mais il faut bien se rendre compte que pour, je ne sais pas, 200 ou 300 tentatives de développement de vaccins, ce qui est la réalité, il y en aura 10, 20 qui vont marcher. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre que ce n'est pas marché. Il a cité voilà, c'est ça. Sur l'immunité de groupe, quand même. C'est ça. Si on arrive à 90%, certains disent qu'il y aura quand même 15 000 morts par an en France. Si on arrive à 90% d'immunité de groupe, de personnes vaccinées, il y aura quand même une mortalité importante. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce que c'est le Graal, c'est 90% ? On va y arriver quand ? Est-ce que vraiment on est dans la bonne voie ? Et alors, vous avez cité 1 milliard. Non, excusez-moi, mais je complète. Vous avez cité 1 milliard, mais en fait, le but, c'est de vacciner combien ?
8 milliards, par définition, Ouais. toute la planète. Oui, on va y venir sur le problème du mondial et des brevets. Mais Ce sont deux questions évidemment différentes. complémentaires, mais différentes. Pascal ouais. aime bien complémenter et faire une diversion. Ouais. Non, en France, sur Immunité l'immunité de de groupe. groupe, Alors d'abord, on peut partir de la situation immédiate. oui, À ce jour, ou hier en tous les cas, il y avait à peu près 32,5 millions de personnes qui avaient reçu une dose de vaccin. Donc on approche de la moitié de la population française. mais qui ne sont pas protégés. Je vais y revenir. Tous, oui, Et je allez-y. donne un Allez-y, chiffre au allez-y. préalable, pas tous, certains le sont déjà. Et 28,5% de mémoire qui ont eu les 2 doses. On commence à être protégé 2 semaines après la première injection. Donc parmi les gens qui ont reçu une injection mais pas encore la seconde, beaucoup sont déjà protégés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recevoir la seconde, il faut absolument recevoir la seconde dose pour être complètement protégé et l'être de façon durable, et surtout à l'égard des variants dont on va évidemment reparler. Donc l'objectif, ça, connaissant le niveau de transmission du virus, c'est de vacciner, je vais dire un maximum de personnes de la population adulte et aussi des adolescents, parce que le taux de transmission est élevé, avec le variant circulant majoritairement en France aujourd'hui britannique, et a fortiori, si demain, ce qui sera probablement le cas, c'est le variant dit indien Delta qui va prédominer. Donc l'immunité de groupe, c'est fondé sur le principe qu'au-delà d'un certain nombre de personnes protégées, on peut aussi être protégé par le fait qu'on a été malade antérieurement et qu'on a une immunité qui va persister. Eh bien, il y a plus grand monde à infecter, et donc une personne malade qui peut transmettre, une probabilité de transmettre à moins d'une personne. Et donc, du coup, progressivement, mécaniquement, la circulation du virus diminue. Le R. C'est le fameux R. Donc le R, le coefficient de reproduction, il est de l'ordre de 4 pour le moment pour le variant dit britannique, peut-être de l'ordre de 5 pour le variant indien. Donc ça implique qu'en gros, il faudrait, c'est évidemment une estimation, mais un ordre de grandeur probablement convenable, que 75 à 80% de la population soit protégée, soit par la vaccination, soit par l'infection. Ça, on va y arriver quand? À la fin de l'été? Je En ne sais principe. pas. Ça dépend. Ça Oui. dépend avec quelle vitesse et avec quelle adhésion les Françaises vaccinent. On a vu que tout à l'heure, aujourd'hui, on en est un tout petit peu moins de 50% de la population totale. C'est très difficile de faire des prédictions. On voit, et c'était attendu, que le nombre de primo-vaccinations commence à diminuer. Bon, c'est mécanique du fait qu'il y a quand même beaucoup de gens déjà vaccinés, mais ça témoigne aussi qu'il y a quand même aussi des personnes qu'il faudra convaincre. Et donc ça va dépendre, dans les semaines, tout le courant de l'été, de la force de conviction suffisante, d'explication, de pédagogie, qui vont permettre de faire en sorte qu'on arrive à, idéalement, on n'arrivera pas tout à fait à ces chiffres, que 90% des adultes se vaccinent. Alors, on va y arriver chez les septuagénaires, c'est presque déjà le cas. Je pense qu'on va y arriver chez les plus de 60, peut-être chez les plus de 50. Pour les 18-50, c'est plus difficile parce qu'ils se sentent un peu moins concernés. C'est vrai que la maladie est beaucoup moins sévère, donc le bénéfice individuel, comme on dit, est moins fort, mais il existe quand même. Il faut rappeler que même de jeunes adultes, une fois de temps en temps, peuvent faire une forme grave de la maladie. Et puis on peut aussi rappeler aux jeunes adultes que s'ils veulent retrouver une vie normale, éviter les mesures barrières et avoir une vie sociale normale, il faut qu'on s'approche de cette immunité de groupe. Mais on n'est pas tout à fait certain d'y arriver là. Et puis il faut y ajouter les adolescents, donc on vaccine depuis quelques jours. Voilà, 365 000. Oui, c'est un bon début. C'est un bon début, mais il y en a quand même à peu près 4 500 000 à vacciner. Hein. Donc vous êtes assez confiant d'avoir une immunité correcte en fin d'été. Peut-être, je suis prudent néanmoins. Confiant avec prudence. Et les freins, on voit, bon, forcément, ça se tasse un peu, les premières injections baissent un peu. Les freins, vous avez dit, ils existent surtout chez les... Le frein principal, c'est le fait qu'un certain nombre de personnes ne se sentent pas suffisamment motivées pour se faire vacciner. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Il faut leur expliquer, il faut réexpliquer et encore expliquer. Oui. Et ça passe par différents canaux, après tout une émission telle que celle-ci, mais probablement les deux façons les plus efficaces de diffuser, entre guillemets, la bonne parole, ce sont les pairs, PAIRS, oui. donc les personnes, Autour. les amis, la famille proche, les collègues de travail, qui ont été vaccinés et qui disent à son copain, mais pourquoi t'es pas vacciné toi? Moi je t'ai vacciné, tout va bien, etc. Alors Pascal, l'obligation, on va y arriver, mais attendez, laissez-moi finir. Oui. Bien sûr. Et je pense un rôle extrêmement important des médecins généralistes, parce qu'on sait que les gens
lorsqu'ils ont des questions de santé, les personnes qu'ils interrogent en premier, c'est évident, sont les médecins généralistes. Donc les médecins généralistes, pas pour toute la population, ce qui est malheureusement pas tout à fait toute la population a un médecin généraliste, mais au moins pour ceux qui en disposent, sont un relais absolument critique, au sens positif, de l'explication, qui est légitime. Il est normal que les gens posent des questions, mais ensuite il faut écouter les réponses en termes de sécurité de ces vaccins et de leur efficacité, qui est encore une fois remarquable. Pardon, excusez-moi. On peut considérer, Alain Fischer, maintenant que toutes les conditions faites par le secteur médical, par le gouvernement, etc., sont en place pour réussir. Et en réalité, cette vaccination, c'est une question. Et si on n'y arrive pas, dans le fond, est-ce qu'il faudrait rendre, comme dit Philippe, cette vaccination obligatoire? Alors, pour tout le monde, peut-être, ou en tout cas, ce qui est assez incompréhensible, effectivement, nous qui sommes dans le secteur médical, de voir que des soignants, des médecins, mais aussi des professionnels soignants ne veulent pas se vacciner. Et effectivement, on voit bien, notamment sur les réseaux sociaux, que les membres du corps médical se disent « mais enfin, la vaccination, elle est obligatoire pour des tas et des tas de pathologies si vous voulez aller travailler à l'hôpital ». C'est tout à fait incompréhensible que des gens engagés dans la médecine, dans les soins, refusent de se vacciner. Alors, qu'est-ce que vous dites? Et Olivier Véran suggère que dans les EHPAD, il y a une obligation éventuelle. Alors, je pense contre, j'ai rien dit encore. Vous allez voir que je ne suis pas contre, en l'occurrence. Bon. Je pense d'abord qu'il faut bien distinguer la situation des professionnels de santé au sens large, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en contact avec des malades, et la population en général. Ce sont deux discussions différentes. On peut, si vous voulez, aborder les deux. Alors, les professionnels de santé. Alors, ce qu'on observe, malheureusement, effectivement, c'est si on regarde les derniers chiffres de Santé publique France, le taux de couverture vaccinale, notamment des professionnels de santé en EHPAD, il est 57%. C'est évidemment insuffisant. C'est effrayant. C'est une grande déception en tous les cas. Les professionnels de santé en établissement hospitalier, c'est de mémoire 64% pour la première dose. Les professionnels de santé libéraux se vaccinent mieux, ils sont à 78% en première dose. Donc c'est décevant parce qu'on aurait pu espérer que chacun ait conscience, en tant que professionnel de santé, que d'abord il doit se protéger, bien sûr, mais il doit protéger ses patients. De ses responsabilités. De ses responsabilités et du caractère exemplaire de la vaccination. Et surtout dans un contexte aujourd'hui où on sait que les vaccins, pour l'essentiel, préviennent la transmission du virus. C'est-à-dire qu'un professionnel de santé vacciné ne risque plus, ou très très peu, de transmettre le virus à une personne malade, une personne très âgée ou une personne fragile pour toute telle ou telle raison. Donc tous ces éléments... J'y arrive, mais je pense que c'est important d'expliquer. Donc toutes ces raisons montrent qu'il y a un hiatus entre l'objectif et ce qui a été obtenu. Ça fait 6 mois que la vaccination des professionnels de santé a été débutée, à partir de mars pour tous les professionnels de santé. Donc le fait qu'on n'arrive pas à monter très clairement au-delà des chiffres que j'ai indiqués, peut suggérer qu'effectivement, il faille aller à l'obligation vaccinale, ce qui doit être reprécédé à nouveau d'insister très fortement auprès de la vaccination. Je pense que les directeurs d'établissements de santé de tous ordres doivent mettre le paquet, entre guillemets, mais de façon... Pas de façon agressive. En même temps, les professionnels de santé, ils ont quand même beaucoup trinqué, pour en parler en termes simples, au cours de l'année passée. Sûr. Il ne faut pas être agressif, il faut expliquer et mettre les gens face à leurs responsabilités. Nous devons, nous, collectivement, être exemplaires. Si décidément on n'y arrive pas, ça doit passer par la loi, donc ça prend un peu de temps. Eh bien, il faudra le faire. Ça se fait en Italie. Les Anglais viennent de décider que dans leurs EHPAD à eux, à partir d'octobre, la vaccination sera obligatoire. Donc, il n'est pas exclu que l'on aille dans le même sens parce que, encore une fois, les chiffres ne sont pas assez bons. Et le grand public, alors, les Français c'est une autre discussion, complètement différente, parce que l'analyse de la situation, c'est évidemment, il y a des personnes qui sont réfractaires, donc pour lesquelles l'obligation pourrait jouer. Mais il ne faut pas l'oublier, et je pense qu'aujourd'hui c'est la priorité, il y a une fraction de la population qui n'est pas vaccinée parce qu'elle a difficilement accès à la vaccination. Et l'objectif premier aujourd'hui, la priorité, c'est de cibler ces personnes. Alors, quelles sont ces personnes? Ce sont les personnes âgées, très âgées, au-delà de 80 ans, qui sont à mobilité réduite et qui souvent sont loin, à la fois psychologiquement et physiquement, du système de santé, qui ne savent pas utiliser Doctolib pour prendre un rendez-vous, etc. Et donc, il faut aller vers ces personnes et aller les vacciner. Ça prend du temps, c'est long. On nous dit que ça va être compliqué pendant les vacances, notamment, en réalité, il va y avoir des... J'écoutais ce matin, avant de venir,
France Inter ou France Culture, enfin je ne sais plus où, là, une radio, pas Europe 1, on avait du mal à écouter Europe 1 ce matin, mais où on disait qu'effectivement dans certaines villes de moyennes ou villages, gros villages, etc., les centres de vaccination devraient fermer parce que dans le fond il n'y a pas assez de... Alors, de si monde. je peux me permettre, c'est une question un peu différente. Donc, je voudrais finir sur ce que je disais au préalable. Après, je réponds à votre question. Donc, il y a les personnes très âgées vers lesquelles il faut aller. Il y a les personnes en situation de précarité. Précarité parce que vivant dans des conditions sociales difficiles ou de grande précarité, on peut penser aux migrants. Donc c'est un autre groupe non négligeable vers lesquels il faut aller et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Il y a encore des patients atteints de maladies chroniques qui ne sont pas assez vaccinés, les personnes en surpoids en premier lieu, mais pas exclusivement, les personnes atteintes de maladies psychiatriques, les gens en addiction. Donc ça, l'une après l'autre, toutes ces catégories font beaucoup de monde et là, ce n'est pas l'obligation qui va jouer. C'est aller vers. C'est aller vers. Et c'est un processus très long, très consommateur de temps. Qu'est-ce que vous dites aux immunodéprimés, par exemple? Alors c'est encore un autre encore. point. Je vous mets tout sur la table. Je vous mets tout sur la table, monsieur Fischer. Je n'ai pas tout à fait fini encore sur les... Et puis, il y a aussi des personnes, et parfois ça se croise évidemment, qui pour des raisons culturelles ne peuvent pas entendre, c'est ce que l'on retrouve en médecine très classiquement, ne sont pas directement sensibles à notre discours rationnel, entre guillemets. Et là, il faut faire des efforts avec des médiateurs culturels pour s'approcher de ces populations. C'est très visible par exemple, aux Antilles. Si vous regardez le taux de vaccination en Guadeloupe, à la Martinique, c'est également le cas en Guyane, où en plus la circulation virale est malheureusement forte, le taux de vaccination est très faible. Et il est essentiellement pour des raisons culturelles. Donc là, ce n'est pas l'obligation qui va marcher. Il faut aller expliquer avec des médiateurs. Alain Fischer, on a beaucoup de questions, on est très impatients. Ouais, je suis désolé, mais j'essaie de répondre, d'expliquer. Sur la logistique, vous en avez parlé un petit peu. 800 000 par jour, certains jours de vaccination dans les centres de santé. Donc on peut dire que c'est une forme de succès. On le verra d'ailleurs, l'appréciation des Français sur la politique de l'exécutif est assez positive en ce moment. Vous l'avez dit, il faut peut-être aider la ville, les médecins de ville, les pharmaciens, les infirmiers, etc. Et ils demandent une dose unique. Alors, est-ce que c'est possible? Non. Et puis, ce que propose la HAS aussi, c'est de faire une vaccination de manière réactive. Alors, vous allez dire un peu ce que propose la HAS. Et la dose unique, qui faciliterait beaucoup la vaccination par les médecins généralistes et les professionnels de ville. Et puis les immunodéprimés, évidemment. Alors, faut les vacciner, les immunodéprimés. Un mot rapide. Il y a un petit groupe, il faut faire attention quand on parle d'immunodéprimés, parce qu'il y a immunodéprimés. Il y a un petit groupe d'immunodéprimés qui sont très à risque, chez lesquels la vaccination marche mal. Ce sont les transplantés d'organes. Oui. Ce sont les patients, pour être très précis, atteints de leucémie lymphoïde chronique en traitement et de certaines formes de lymphome. Et puis quelques patients, mais une minorité de patients atteints de maladies auto-immunes qui ont des traitements très agressifs. Ceux-là, il faut les vacciner plus, c'est-à-dire faire au moins une 3e dose. Il faut surveiller la sérologie. Chez eux, oui. Chez les autres, surtout pas. La sérologie ne sert à rien dans la population générale. Chez eux, ça aide un peu, même si on n'a pas une corrélation complète entre taux d'anticorps et protection, mais ça aide un peu. Donc, il faut faire attention de ne pas... Parce qu'il y a une surinterprétation des consignes concernant les immunodéprimés. Les autres personnes un peu immunodéprimées, parce qu'ils ont une maladie auto-immune, parce qu'ils ont été infectés par le VIH, etc., ne nécessitent pas une vaccination supplémentaire par rapport à la population générale. Mais souvent, ils pourraient penser que, au contraire, la vaccination pourrait leur être défavorable. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, il faut les rassurer, mais globalement, ils se vaccinent bien. Hein. Il y a un tout petit peu un problème qu'on peut comprendre à cause de l'histoire des patients atteints de sclérose en plaques qui, comme les autres patients atteints de maladies auto-immunes, doivent se vacciner. Il faut qu'ils se vaccinent parce qu'ils sont un peu plus à risque que la population générale de Covid, que la vaccination est efficace et qu'on n'a pas mis en évidence de poussée de maladies auto-immunes sur des centaines de millions de vaccinés dans le monde provoqués par ces vaccins. Donc il faut absolument qu'ils se vaccinent, ce qu'ont compris la grande majorité d'entre eux. Sinon, ils ont des risques. Alors, voilà pour la question des immunodéprimés. Vaccination, vous l'appeliez de vos voeux, mais il y a des difficultés logistiques parce qu'il faut regrouper les patients d'un coup, c'est pas facile. Est-ce que vous pensez qu'il faut pousser l'industrie pharmaceutique à développer des doses uniques? C'est impossible pour l'instant, malheureusement. Ce serait idéal, bien évidemment. Tout le monde rêverait d'avoir une dose unique. Ça faciliterait beaucoup la vaccination. C'est juste pas possible parce que le matériau de base, les flacons, les aiguilles, enfin, ce sont des choses triviales, mais sauf que la vaccination nécessite tous ces matériaux pour que les vaccins soient produits et c'est pas disponible et à court terme, c'est non envisageable.
D'accord. Tous les industriels le disent très Donc, clairement. faut Il y a qu'ils une tension et une saturation complète sur les productions des outils nécessaires à la vaccination. Donc, malheureusement, il faudra continuer dans les mois qui viennent, en tous les cas, à utiliser du multidose, 5 doses ou 10 doses, avec les inconvénients et les contraintes que cela représente. J'ai une question importante. Beaucoup de professionnels de santé nous écoutent. Est-ce qu'il y a des contre-indications encore, en particulier du vaccin ARN? Est-ce qu'il y a réellement des contre-indications? La réponse, c'est non. Il y a une allergie particulière? Il y a un point rarissime, moins d'une personne sur 100 000, qui sont les personnes qui ont des réactions très fortes de type choc anaphylactique à certaines substances. Et on sait que les vaccins ARN contiennent une substance, qui s'appelle le polyéthylène-glycol, qui peut donner ce genre d'accident. Mais ce sont des personnes ayant déjà fait ce type d'accident. La grande majorité d'entre eux se connaissent. Ce sont des gens qui ont avec eux une aiguille d'injection d'adrénaline. Voilà. En dehors de ça, il y a zéro contre-indication. Y compris les allergies, bien sûr, vous avez raison de le rappeler. Les allergies classiques, etc., l'asthme ou autres, ne sont absolument pas une contre-indication à la vaccination. D'accord. Ce que propose la chaîne, juste pour finir, sur la vaccination de manière réactive, oui, c'est très bien. En anneau, mais très bien, oui. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est évidemment beaucoup plus favorable qu'il y a quelques mois, puisque le nombre de nouveaux cas quotidiens est de l'ordre de 2000. Donc on est dans une situation où, grâce au travail des agents, des personnes de la Caisse nationale de sciences maladies en particulier, on peut tracer ces personnes, enfin faire le travail attendu et donc ensuite autour d'elles de pouvoir détecter des personnes contacts. Et pour les personnes contacts non vaccinées ou de second contact, la logique c'est de les vacciner, bien sûr, c'est une très bonne approche. Mais c'est la bonne effectivement transition, parce que vous nous reparlerez un peu, vous redéfinirez s'il vous plaît de manière un peu pédagogique ce qu'est le rétro-tracing. Ça a l'air d'être un concept un petit peu nouveau. Non, c'est pas très compliqué. Vous identifiez une personne comme étant infectée par le virus, eh bien vous l'interrogez pour savoir qui elle a rencontré dans les jours précédents. Oui. On sait que la phase d'incubation, c'est environ 5 jours. Donc vous retracez toutes les personnes contacts antérieures et vous pouvez faire la rétro-détection et c'est assez efficace. Oui. Et alors les jeunes, parce que ça c'est une question qui se pose souvent, quel est finalement le rapport coût-efficacité ou avantage-inconvénient, bénéfice-risque? Alors, quand vous parlez des jeunes, là, vous parlez des jeunes adultes ou des adolescents? Allez-y, les deux. Parce que c'est presque la même chose, mais pas tout à fait la même. Allez-y, docteur. Le rapport bénéfice-risque, il est tout à fait clair. Malgré, évidemment, le fait que les jeunes sont beaucoup moins à même de développer une infection grave, il y a quand même des infections graves. Il y a encore... c'était un bébé, c'est un très jeune qui est décédé avec un Covid ces jours-ci. Mais au-delà de ce cas, heureusement, exceptionnel, il y a de jeunes adultes et des adolescents qui développent des formes graves qu'on appelle les infections PIMS, c'est le terme anglais, ou MIS, qui sont des complications inflammatoires du Covid. Il y a eu 500 cas en France en un an. Si on peut les prévenir, c'est quand même pas mal, parce que ces 500 ados ou enfants ont été hospitalisés, ont eu des traitements lourds, même s'ils s'en sont sortis. Si on peut le prévenir, c'est bien. Il y a quelques formes de Covid long, moins que chez les personnes plus âgées, mais il y en a. Et puis, là, je parle surtout des adolescents, mais un peu quand même aussi de jeunes adultes. C'est la conséquence indirecte de l'épidémie et du fait que les gens sont restés en partie cloisonnés chez eux, que le système scolaire a été quand même mis en souffrance. Un certain nombre d'ados ont décroché sur le plan scolaire et d'autres, plus graves, ont développé des troubles psychiatriques. On sait que les tentatives de suicide des adolescents ont augmenté entre 30 et 40% pendant la période de Covid. Vous, il y a plus de syndrome dépressif. Bénéfice-risque, il n'y a pas de doute. Mais si on additionne tout cela, et qu'est-ce qu'on met en face en termes de risque, qui est à peu près infime, le bénéfice est absolument considérable. Donc il faut que les jeunes se vaccinent, il faut que les adolescents se vaccinent. Et par ailleurs, et ce n'est pas honteux de le dire, au contraire, il faut assumer le fait qu'en plus de ce que je viens de dire, qui est de l'ordre du bénéfice individuel, il y a un bénéfice collectif, c'est de participer au contrôle global, on y revient à l'immunité de groupe, de la transmission du virus, qui est au bénéfice de toute la société. Et je pense que la notion de solidarité des plus jeunes à l'égard des plus âgés, que les gens pensent à leurs grands-parents ou à des personnes malades de leur entourage, on parlait des immunodéprimés, je veux dire, quelqu'un qui a eu une greffe de rein et qui est en contact avec un jeune adulte non vacciné et qui est susceptible d'être infecté,
est à risque. Pascal, il Donc, faut qu'on donc passe cette au sondage. solidarité est importante. Pour rester, bien sûr, on va le faire. Pour toutes ces questions, par exemple, on nous pose souvent les questions, les grands malades de grands cancers, par exemple, eux aussi, absolument, sans aucun doute, il faut aller se faire... Bien sûr, il faut, oui, ce d'autant qu'ils ont un risque. Alors, il y a des degrés de risque variables en fonction des situations, qui seraient trop long à discuter en détail, mais bien sûr, tous les patients atteints, je vais généraliser, de maladies chroniques à des degrés divers ont un surrisque. Donc ils doivent se vacciner. Comme par ailleurs, on pense aussi que même les personnes sans le moindre risque, a priori, doivent se vacciner, y compris les plus jeunes, parce qu'il y a toujours un risque, on vient de le voir, c'est absolument tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de ces médecins qui ont été peut-être vos élèves et qui encore commencent sur les réseaux sociaux notamment à douter de la vaccination? Monsieur le professeur, votre avis sur vos 30 ans d'enseignement? C'est juste désolant et frustrant et montre que peut-être nous ne sommes pas d'assez bons enseignants. C'est une minorité néanmoins, oui, toute une petite minorité agissante, et bruyante. Agissante et bruyante. Dont il ne faut pas non plus surestimer l'importance, mais évidemment, Pascal, c'est hautement condamnable. À ce moment, la discussion, on va passer la parole à Odile Peixoto sur le sondage, mais il faut qu'on parle de sécurité juste en un mot. La sécurité des vaccins, ARN messager, parce que bon, les autres sont moins diffusés, on connaît, enfin ce que vous voulez, répondez comme vous voulez, mais sur les myocardites et les péricardites quand même, c'est ça qui inquiète. Alors, sécurité. Il faut savoir, il n'y a jamais eu dans l'histoire de la médecine à nouveau, et des vaccins en particulier, une situation autant surveillée. On est capable de détecter des événements extrêmement rares. Il y a toujours des effets secondaires de tout. En médecine, les médecines efficaces, qu'elles soient préventives ou curatrices, ont malheureusement des effets secondaires. Mais ils sont exceptionnels. Et la démonstration en est, pour les vaccins à vecteurs adénoviraux, de type AstraZeneca, c'est que très tôt, très tôt, on détectait un tout petit nombre de cas, moins de 10, de personnes qui ont fait ces accidents thromboemboliques particuliers, et dont on sait que la fréquence est très très faible, mais elle n'est pas tout à fait nulle. Mais ça a été détecté très vite, donc il a été possible très vite de réagir. Et aujourd'hui, c'est cadré C'est cadré parce qu'en réservant cette vaccination aux plus de 55 ans, on prévient la quasi-totalité de ces cas, et qui étaient de toute façon très très rares, mais ce n'est pas une raison, il faut prendre toutes les mesures de prudence. C'est un très bon exemple qui doit, je pense, rassurer la population sur le fait que cette vaccination est sous très haute surveillance. On ne fait pas n'importe quoi. Et les myocardites, il y a sur les vaccins ARN. Il y a quelques cas signalés, d'abord en Israël, peut-être aux États-Unis, de myocardite pas grave chez des jeunes adultes, plutôt après la seconde vaccination, curieusement plutôt des hommes. En Israël, ils ont analysé cela de façon très précise après avoir un instant sur soi, retarder un tout petit peu le début de la vaccination des adolescents. Ils ont estimé qu'en termes de bénéfice-risque, c'était parfaitement acceptable et donc la vaccination a débuté. Aux États-Unis, ils travaillent encore sur cette question. Ils n'ont pas détecté un surrisque clair. Il y a probablement un petit quelque chose. Mais c'est toujours pareil, il faut faire une analyse des bénéfices d'un côté et les risques de l'autre. Grave, les péricardites ou ça, non. C'est comme une au moins virale, 80. D'après les dernières données disponibles, c'est au moins 95% bénin. C'est bénin, c'est-à-dire quelques douleurs thoraciques. Il faut regarder ce qui se passe et qui disparaissent. On prend un traitement anti-inflammatoire et en quelques jours, c'est bon. Des monsieur vaccination comme vous, il y en a dans tous les pays. Vous êtes en contact avec eux? C'est une question subsidiaire, ça. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Si, non, mais il y a, on voit pas sur sondage. Non, mais il y a des scientifiques qui exercent leur rôle d'experts auprès des décideurs, c'est-à-dire des politiques, évidemment dans tous les pays. Non, mais vous êtes en contact avec eux? Oui, bien sûr, oui, tout le temps. Odile Peixoto, ce que pensent les Français. Alors, c'est un sondage assez long, on le mettra sur Internet, assez rapidement, parce que l'heure tourne. Alors, très rapidement, déjà, il y a une embellie de l'action du gouvernement. C'est la première fois depuis qu'on fait les contrepoints de la santé qu'on a un pourcentage aussi fort de la population française qui dit que la politique du gouvernement va dans le bon sens en matière de santé. On est à 52% d'opinion favorable alors qu'on stagnait depuis des mois et des mois aux alentours de 40, 37 et voilà. Donc on a quand même, alors est-ce que c'est l'effet vaccination, l'effet fin de la pandémie, l'effet déconfinement, il y a une espèce de climat d'embellie à ce niveau-là. On a un taux de gens se déclarant être vaccinés supérieur à ce que vous avez indiqué tout à l'heure. On a 65% des Français qui déclarent avoir été vaccinés et 14% qui ont l'intention de le faire. On a plutôt, alors c'est assez marqué en termes de profil, on a évidemment les populations très âgées, 65 ans et plus. Là, on est à 86% de vaccinés
Et on voit les cadres également, l'agglomération parisienne, les hommes un petit peu plus que les femmes. Et on a un noyau dur de 21% de Français qui n'ont pas l'intention de se faire vacciner. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on leur demandait également s'ils considéraient que les informations données par les pouvoirs publics concernant les vaccins étaient suffisantes. Et là, on a quand même une opinion assez partagée. On a 56% des Français qui estiment que les informations sont suffisantes, dont d'ailleurs que 15% tout à fait suffisantes. Et on voit également que plus les gens trouvent que l'information est insuffisante, c'est corrélé à l'intention de ne pas se faire vacciner. C'est-à-dire qu'on voit bien là le lien très fort entre ce que vous disiez, une bonne information fait qu'il y a une capacité de conviction et d'appropriation de l'information qui fait que c'est tout un cheminement qui va vers la décision de vaccination. Donc il y a encore des efforts à faire effectivement sur ce plan-là. Alors si on rentre très rapidement sur les motivations, déjà la facilité. Alors on a 78% des Français qui disent oui, c'est facile de se faire vacciner. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas l'intention de se faire vacciner disent pour 36%, pour une majorité aussi, que c'est facile de se faire vacciner. Donc le problème n'est pas tant sur l'accès à la vaccination qui est plutôt bien perçu. Bon, néanmoins, 78, c'est pas 100%. Mais on est quand même sur quelque chose de positif. Deuxième chose, est-ce que la campagne de vaccination est bien organisée? Donc là, on a 68% des Français qui nous disent oui, 32% qui nous disent non. Mais là, on monte à 60% chez ceux qui n'ont pas l'intention de se faire vacciner. Donc ceux qui n'ont pas l'intention de se faire vacciner, ils sont un peu critiques sur l'organisation aussi. Si on regarde également sur la perception qu'ils ont de l'efficacité, donc on leur demandait est-ce que la vaccination est un moyen efficace permettant de mettre fin à l'épidémie. 75%, c'est-à-dire 3 Français sur 4 disent oui, 25% résistants, mais chez ceux qui n'ont pas l'intention de se faire vacciner, les 21%, ils sont 80%. Donc vous voyez, il y a une espèce de noyau dur qui a des convictions très différentes de la majorité de la population et sur lequel, je pense, les informations telles qu'elles sont données actuellement sont inopérantes. Et dernier point, l'innocuité. Est-ce que les vaccins sont sûrs ? 63%, là c'est le taux le plus faible des Français disent oui. Il y a quand même 37% qui disent... qui ne sont pas tellement d'accord avec ça. Et effectivement, on a toujours un peu les mêmes clivages. C'est beaucoup plus les femmes qui pensent ça, 44%. Les jeunes, les 25-34 ans, sont 51% à douter de l'innocuité. Les milieux ruraux, les petites villes. Et chez les gens qui n'ont pas l'intention de se faire vacciner, ils sont 95% à dire qu'il y a un problème d'innocuité. Donc c'est vraiment sur cet aspect sécurité, je pense, qu'il y a le plus grand effort à faire. Sur l'intention de vaccin obligatoire, donc je vais passer assez vite, 34% de la population dit qu'il faudrait que ce vaccin soit obligatoire pour tous. 20% dit qu'il faudrait que ce soit obligatoire pour les soignants ou les personnes fragiles. Et 46%, donc quand même une proportion importante, qui dit non, la vaccination doit rester volontaire. Dernière question sur la chaîne de confiance, la confiance accordée à la chaîne qui a permis finalement de produire ces vaccins en un temps record contre la Covid. Alors, la majorité de la population accorde une bonne confiance aux laboratoires pharmaceutiques et aux start-up pour la recherche et la production, 66%. Les autorités sanitaires ont une cote de confiance, qui ont mis les autorisations de mise sur le marché, le contrôle, 64% de niveau de confiance. Et le gouvernement, pour l'organisation de la campagne, 59%. Donc on a une majorité quand même de Français qui sont confiants. Et si on regarde ceux qui ne sont pas confiants, là on a une proportion inversée, c'est-à-dire qu'ils sont chez ceux qui n'ont pas l'intention de se faire vacciner, ils sont effectivement très nombreux à dire que ce n'est pas bien organisé, mais ils sont encore plus nombreux à douter, à mettre en défiance l'industrie. Donc, vous voyez, on est sur des systèmes de pensée, des représentations qui va être difficile de changer via une information grand public. Il faut vraiment trouver d'autres façons de faire de l'information. Le nudge ne suffira pas, Odile Peixoto, spécialiste du nudge.
Le nudge n'a jamais convaincu. Le nudge, il est là pour transformer en action des intentions latentes. Merci Mais pour cette étude tout à fait passionnante. Réaction à Alain Fischer, il y a vraiment un noyau dur, on le voit bien. D'anti, on va dire. Sans doute, mais merci pour ces informations et qui sont quand même globalement assez positives. Mais je retiens une des choses que vous avez dit au début qui me paraît très important, c'est le fait que il y a les gens qui se déclarent relativement hésitants ou opposés se déclarent en manque d'informations. Et pour moi, je pense que ça montre, que je suis peut-être un peu plus optimiste que vous, qu'il y a une marge de progression encore. Et surtout si on voit les choses de façon dynamique. L'enquête dont vous venez nous donner les résultats, elle vient derrière d'autres enquêtes similaires qui ont été faites, comme vous le savez, depuis décembre. Et on a observé progressivement une augmentation. D'ailleurs, ça a corrélé avec la vaccination, avec l'efficacité de la mise en œuvre de la vaccination, une augmentation du nombre de Français qui ont une attitude positive. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait atteint un plateau. Évidemment qu'il y a un noyau dur, mais le noyau dur, il est peut-être en dessous de 20%. Et donc, en tous les cas, quoi qu'il en soit, il est absolument essentiel de continuer par tous les moyens possibles. On en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, à informer, expliquer l'innocuité des vaccins, bien sûr, leur efficacité, bref, globalement, le bien fondé de cette campagne vaccinale. Un mot sur la recherche, Alain Fischer. On a été déçus en France, on l'a dit tout à l'heure, parce que la France n'a pas mis au point de vaccins. Donc, vous êtes un chercheur, vous avez un passé important de chercheur avec des difficultés sur les bébés bulles. Quelle est votre vision de la recherche en France? Est-ce qu'on a décroché? Quelles sont les solutions très rapidement? Mais on aimerait avoir votre regard sur la recherche en France. D'abord, spécifiquement sur le vaccin, il y aura peut-être des vaccins français. Il y a le vaccin Sanofi, je pense qu'il va finir par arriver. Oui, mais enfin bon, un peu tard. Oui, mais il sera sans doute utile. Enfin, je ne peux pas préjuger. Oui, bien sûr. Il contribuera. Oui, on aurait aimé qu'il vienne plus vite, on est évidemment d'accord, mais il faut noter finalement que le vaccin américain qui utilise la même technologie n'est toujours pas prêt non plus. Donc, bon. Et d'autre part, il y a aussi un vaccin fondé sur le virus inactivé, comme ce qui ressemble au vaccin chinois, la société Valneva, qui est en développement, donc on verra. Il y a aussi d'ailleurs d'autres projets plus en amont. Bon, est-ce qu'ils auront encore un intérêt parce que le temps passe? Je ne sais pas, mais il y a une recherche vaccinale en France. Évidemment, là, on est déçu que la stratégie proposée par l'Institut Pasteur ne marche pas, mais ça, c'est aussi la loi de la recherche. Bon, alors après, votre question va plus loin sur la recherche. Enfin, d'abord, la première chose que je voudrais dire, ce que j'espère, là, c'est plus un vœu d'espérance, c'est que la survenue de cette pandémie, avec tout ce que cela implique, toutes ces conséquences majeures, permettra une prise de conscience à la fois de nos concitoyens et des hommes politiques de l'importance de la recherche. Et que si l'on veut être demain réactif à une nouvelle situation de crise, ça peut être dans la santé, mais hors dehors de la santé, évidemment que la science est un facteur indispensable à la solution. Donc, la France doit contribuer à la recherche scientifique et doit contribuer à une hauteur qui est plus importante que ce qui se fait aujourd'hui. Un exemple pour moi flagrant, c'est l'Allemagne. L'Allemagne et la France contribuent au même niveau en termes d'investissement public de recherche il y a 15 ans, et la France est restée au même niveau depuis 15 ans à peu près, alors que l'Allemagne a multiplié son effort de recherche de 50%, l'a fait intelligemment, très progressivement. En pourcentage du PIB ou globalement En pourcentage du PIB. Ouais. La LPPR que l'on a votée il y a peu de temps n'a pas suffi finalement. Non, c'est un début, mais honnêtement, ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de questions qui devraient être, si on veut parler de cela, qu'il faut évoquer. Le premier point, probablement, c'est l'attractivité des métiers de la recherche en France, où il faut voir les salaires, les conditions de travail que l'on propose aux jeunes sont à la limite de l'indécence, compte tenu de la dureté, de la longueur de leur formation, de la difficulté d'obtenir un poste. Et alors que pour des gens qui sont futés et qui on pourrait avoir envie de faire la recherche, ils ont l'attraction vers des métiers nettement plus rémunérateurs est très très fort. C'est un problème mondial, mais qui est particulièrement fort en France. Donc si on ne fait pas un effort supplémentaire, il y a eu un effort de fait, à mon sens, il est largement insuffisant. Il faut faire un Ségur de la recherche. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tous les cas, il faut en parler, parce que c'est à la fois un problème purement politique, tel que je l'évoque là, mais c'est un problème culturel. C'est-à-dire que toute la société, les citoyens, nos concitoyens, doivent s'imprégner de l'importance de la culture scientifique et que la science est nécessaire. Évidemment, ce n'est pas la science qui fait la politique, mais on ne peut pas faire de politique sans science. Et est-ce que vous avez le sentiment, parce que les Français sont attachés à ça, celles et ceux qui nous regardent, c'est encore assez vague, mais
sur est-ce que cette crise, et notamment la politique vaccinale, nous aidera peut-être dans la vaccination contre le cancer, parce que ça c'est vraiment des choses... Alors là, vous parlez Oui, des je conséquences. Non, c'est important, Rapidement, des oui. conséquences indirectes. Est-ce que les progrès de la technologie de la vaccination vont servir pour d'autres maladies? On peut l'espérer. Alors, je dirais peut-être d'abord pour d'autres maladies infectieuses, peut-être développer de meilleurs vaccins pour des maladies par exemple la grippe. On aimerait bien avoir des vaccins plus efficaces ou des vaccins contre des maladies infectieuses pour lesquelles il n'y a pas de vaccin aujourd'hui. Et puis le cancer, mais à vrai dire, le champ de recherche sur les vaccins ARN du cancer a précédé la recherche sur les vaccins ARN pour le Covid. C'est venu du cancer, mais c'est une voie de recherche qui va se poursuivre. Donc c'est sûr que cette technologie, et peut-être les autres technologies aussi, de vaccination, vont avoir d'autres développements dans les années qui viennent. D'autant qu'il y a 30%, hein, je crois, un tiers des cancers qui sont quand même d'origine infectieuse. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'on dit. Alors, puis 30%, ça me paraît un petit peu peu beaucoup, mais enfin, il y en a un certain nombre. Mais même à l'égard, la stratégie de vaccination contre les tumeurs, c'est en utilisant les néo-antigènes des tumeurs, c'est-à-dire comme il y a des mutations du génome, il y a des protéines un peu modifiées qui sont présentes dans les tumeurs et qui peuvent se servir d'antigènes. Je pense c'est ça que vous la pensiez stratégie. également, Non, avant non, que Renaud... Oui, oui, au parce HIV, que- non, mais au sur- HIV également. Sur évidemment. oui, absolument, HIV, mais sur la grippe, le taux de réussite, le taux de succès est beaucoup moins bon que sur le Covid. Alors, est-ce que, pour poursuivre la question de Pascal, est-ce que ça peut être amélioré sur la grippe qui a disparu, cela dit? Il n'y a plus de grippe. Pour l'instant, Il y a elle n'a plus de grippe parce que pendant tout l'hiver, on a utilisé des mesures barrières qui sont Voilà. Il efficaces. faut continuer. On ne peut pas vivre avec les mêmes mesures barrières en permanence. Il faut certainement se vacciner contre la grippe à l'automne prochain. Mais est-ce que le vaccin contre la grippe sera meilleur? J'en sais rien, parce qu'on ne peut pas savoir tant que, comme vous le savez, D'accord. Ouais. chaque année le vaccin refait. évolue en fonction de l'évolution des souches. On ne peut pas prédire aujourd'hui ce que sera l'efficacité du vaccin qui sera délivré à l'automne. Mais il faut se vacciner. Enfin, en tous les cas, toutes les personnes à risque doivent se Mais vacciner. contre la grippe, Et, virgule, il faut poursuivre la recherche pour avoir de meilleurs vaccins contre la grippe, plus efficaces. Le rêve, le dream, l'objectif de beaucoup d'équipes de recherche, c'est de mettre au point un vaccin universel, c'est-à-dire qui marcherait contre toutes les souches. Il y a quelques pistes, mais on n'y est pas aujourd'hui. et Mais pourquoi on c'est un effort de n'utilise pas recherche. l'ARN contre la grippe? Mais il va être testé aussi, bien D'accord. Et évidemment. est-ce que vous pensez qu'il y aura un vaccin couplé grippe plus Covid à la rentrée? Couplé au sens d'avoir dans la même Une injection. seringue, non, pas en une injection, parce qu'il faudrait qu'il soit déjà en préparation. Et quand même là, ça pose des questions D'accord. auxquelles on n'a pas la réponse. Par contre, ce qui est envisageable, c'est un scénario que je qualifierais de plausible, pas certain, ça dépend encore d'un certain nombre de points à résoudre d'ici là, c'est que pour les personnes qui ont besoin de la vaccination antigrippale, les personnes âgées, les personnes fragiles, qu'au même moment, on leur donne le vaccin contre la grippe, plus un rappel contre le Covid. Ouais, mais- ça, c'est envisageable. Oui, mais Philippe nous parle de la grippe, c'est très bien, bien sûr. Mais enfin, le VIH, c'est quand même encore plus Exactement, important. exactement. Écoute, Et pourquoi l'ARN, ça marche pas ouais, contre alors, le VIH? il faudrait lui faire faire un petit Alors- peu de bactériologie, mais enfin bon. Non, mais Virologie. pourquoi C'est de la De virologie, de- capitaine. virologie. Alors, Renaud Degas, question Twitter. Ça va trop Vous vite. pouvez répondre sur le- Oui, alors allez-y sur le Oui, VIH quand même. Moi, oui, oui, c'est Bon, important. ça, je ne suis tellement pas un essentiel. spécialiste de VIH, mais la variabilité du VIH et la configuration de la protéine d'enveloppe qui joue un rôle, c'est comme la spike du Covid si vous voulez, qui joue un rôle important dans l'infection, mais elle est très difficile à atteindre dans certaines régions qui sont clés dans l'infection par le virus des cellules, atteindre par les anticorps et les cellules du système immunitaire. Et ça, couplé à la variation du virus, rend extrêmement difficile la mise au point de vaccins. Beaucoup de stratégies sont testées. Évidemment, l'ARN sera ou est déjà testé. Ça reste difficile, mais il ne faut pas oublier plein d'autres maladies. La tuberculose, on n'a pas un vaccin. Le BCG n'est pas un très bon vaccin. Le paludisme, les maladies parasitaires. Il y a beaucoup d'efforts de vaccination à faire encore. Renaud Degas sur les questions Twitter, sur les réseaux. Oui, merci. J'en profite pour rappeler que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Ça nous aide à encore plus diffuser ces interviews et à mettre des petits pouces bleus. Ça aide tout le monde. Il y a deux questions. Une première qui est vraiment dans la continuité, c'est-à-dire qu'on parle de cette première vague de vaccination, mais faut-il s'attendre à devoir se revacciner contre le Covid? À quelle échéance? À quel rythme? Est-ce on rentre dans un système annuel comme la grippe? Est-ce que ça, c'est des questions qui remontent très fort. Et la deuxième question qui est plus en rapport avec la conversation de tout à l'heure, est-ce que cet épisode Covid est-il aussi une piqûre de rappel sur la nécessité de s'attaquer sérieusement
à ce noyau dur, je dirais très, très sceptique à la fois contre les sciences, contre les laboratoires, contre l'efficacité, contre toute la conception de bénéfices-risques, l'incompréhension de l'intérêt individuel et collectif. Est-ce que là, il y a quelque chose à reprendre en main, je dirais, mais sur le long cours, au-delà de la crise elle-même? Voilà, c'est les deux questions principales. Deux questions évidemment très très différentes. Le rappel, on n'a pas toutes les clés aujourd'hui pour répondre parce qu'on ne connaît pas précisément, par définition évidemment, la durée de protection des vaccins. On a des données très claires à 6 mois. On espère que ça sera franchement plus que 6 mois. Et puis, les situations ne seront sûrement pas les mêmes pour un adulte en bonne santé de 40 ans et une personne âgée de 90 ans ou une personne dont on parlait tout à l'heure qui a eu une transplantation rénale. Donc, ça sera à la carte. Le scénario le plus probable, mais encore une fois, j'en suis pas certain, c'est qu'à l'automne, il faille envisager de proposer un rappel aux personnes très âgées et aux personnes fragiles. Maintenant, ceci s'adaptera aussi bien pour ces personnes que pour le reste de la population, en fonction des avancées sur la connaissance de la durée de protection, sur la circulation des variants, est-ce qu'il y a un nouveau variant qui vient nous empoisonner la vie ou pas, le niveau de circulation du virus. Il y a toutes ces questions dont les réponses devront être intégrées pour avoir une réponse complète à votre question. Mais évidemment, la question est sur la table. Et tôt ou tard, il est probable qu'il faudra avoir un rappel. Votre seconde question est de nature complètement différente. C'est le problème du scepticisme ou du caractère irrationnel de comportement d'un certain nombre de nos concitoyens. Je pense que c'est sûr que cette crise, forcément, dès qu'il y a crise, ça met en avant ce type de situation qu'on observe dans d'autres domaines de notre vie sociétale. Je pense que là où il faut réfléchir, à mon sens, essentiellement, c'est au niveau de l'éducation. Les enfants, mais aussi les adolescents, et après tout aussi, d'une certaine façon, des adultes. Je pense qu'il faut essayer de mettre en place des éléments qui permettent aux personnes de mieux fonder leur perception des choses sur la rationalité. Donc, éducation à la rationalité, ça passe par comprendre ce que c'est que le doute légitime, disons le doute scientifique par rapport à une espèce de doute flou. Ça rejoint l'idée que vous disiez qu'il n'y a pas assez de culture scientifique dans la population. Oui, c'est une culture de la rationalité, ça va même au-delà de mais tout à fait. Je pense qu'il y a un effort à faire. Les médias ont un rôle important dans ce sens et une responsabilité d'en savoir qui on met en avant et quels propos ils tiennent, même s'il faut respecter évidemment la liberté des médias, mais il y a des règles quand même éthiques. Mais je pense que il doit y avoir un effort supplémentaire dans notre pays, et pas que dans notre pays, à vrai dire, d'éducation à la responsabilité et à la raison. Éthique et déontologique, vous avez raison. Un mot un petit peu en marge sur les traitements, les pistes de traitement anti-Covid. Alors, au-delà des vaccins, alors on parle actuellement d'inhibiteurs de tyrosine kinase, par exemple, on a vu ça. Il y a deux types de traitements qu'il faut considérer, ceux qui s'attaquent directement au virus et ceux qui s'attaquent aux conséquences de l'infection, l'inflammation, des formes graves. Donc, ce que vous évoquez sur les inhibiteurs de kinase, c'est dans le second cas, c'est le traitement anti-inflammatoire, imatinib et d'autres. Il y a une série de pistes. Peut-être il faudra combiner des traitements pour mieux traiter des formes graves. L'idéal, évidemment, c'est d'arriver plus tôt. Arriver plus tôt, c'est plutôt si je puis dire, c'est d'agir sur le virus. Alors, il y a un certain nombre de molécules chimiques qui sont en train d'être testées, susceptibles de bloquer, par exemple, la réplication du virus, mais il faudra faire attention aussi, probablement il faudra en combiner plusieurs pour éviter rapidement des résistances. Il y a une réalité aujourd'hui, ce sont les anticorps monoclonaux qui sont intéressants, qui sont efficaces si on les donne tôt. Donc les personnes à risque et détectées tôt dans la survenue de l'infection sont éligibles à ces traitements. Et aussi d'ailleurs pour les personnes très immunodéprimées, dont on parlait tout à l'heure, en prophylaxie peut-être. Donc ça c'est une utilisation très intéressante et une avancée thérapeutique indiscutable. Voilà, il y a encore quelques autres pistes, mais c'est l'immunothérapie également. Voilà. Pascal, on arrive au terme. Oui. Alors la dernière question que je voulais poser, juste avant que tu conclues. Alors, je pose 2-3 questions. Vas-y alors. L'origine. Alors, ce virus, il vient d'où, Monsieur Fischer? Est-ce qu'il vient de Wuhan, du labo P4 Est-ce qu'il vient des marchés chinois Est-ce qu'on aura la réponse? Est-ce qu'on aura la réponse? Je suis évidemment incapable de répondre à cette question. À votre avis, votre sentiment? Votre sentiment. Il y a absolument, il faut être prudent dans ce genre de choses, qui est une question intéressante, mais pas absolument fondamentale, mais il est légitime. C'était pour la fin. Il est légitime qu'on se la pose. Ce qu'on peut dire, ce que j'ai lu, ce que je comprends, c'est que la séquence du virus, la structure génétique du virus, rend extrêmement improbable qu'il ait été fabriqué par l'homme.
On peut penser logiquement que c'est une évolution naturelle à Donc, partir... il ne s'est pas échappé d'un laboratoire. Attendez, Ça. ce n'est pas la même question. D'accord. Il y a deux questions. Est-ce que D'accord. le virus a été fabriqué par l'homme et ensuite Non. échappé dans le laboratoire? Ou est-ce que ce virus a été collecté quelque part, mis dans un laboratoire et échappé du laboratoire? C'est pas du tout la même D'accord. chose. D'accord. La réponse à la première question, à mon avis, c'est extrêmement improbable, parce que vu le nombre de diverses modifications par rapport aux virus les plus proches que l'on connaît chez les chauves-souris, c'est quasiment improbable. La seconde hypothèse est plus difficile il est plus difficile de répondre, pas la seconde hypothèse. La seconde question, il est plus difficile d'y répondre. Il est possible qu'un tel virus ait été collecté quelque part et qu'il y ait eu des erreurs de manipulation. J'en sais rien. Je n'ai aucun moyen de le savoir personnellement. Si on peut faire les enquêtes, j'espère que ce serait une très bonne chose. La question a quand même une importance moindre, parce que dans tout état de cause, le virus était apparu naturellement. Oui, il était là. Mais je ne sais pas répondre à plus que ça. Alors, on va conclure. Les vaccins, on revient juste une petite question sur les vaccins chinois, vaccins russes, pourquoi on ne les a pas encore? Pour les vaccins chinois, c'est simple. Ils n'ont pas procédé à une demande d'autorisation en Europe. Il y a 2 vaccins chinois qui ont l'air d'être assez efficaces. Mais moins que l'ARN. Mais pas mal, quand même pas mal. Oui. Sinovac et Sinopharm, qui sont des vaccins fondés sur le virus inactivé, qui sont utilisés en Chine, bien sûr. Près d'1 milliard de sujets vaccinés maintenant, quand même, en Chine. Et dans d'autres pays. Mais ils n'ont pas, les industriels qui produisent ces vaccins n'ont pas cherché à les commercialiser en Europe. Donc à partir de ce moment-là, ils ne sont pas accessibles en Europe. C'est parce qu'ils ont... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand les Russes, ils cherchent à entrer en Europe, puisqu'ils ont déposé un dossier à l'Agence européenne du médicament. C'est un vaccin adénovirus, je rappelle. Sputnik, qui s'appelle. Non, pas comme le Sanofi, comme l'AstraZeneca et le Janssen. Ils ont déposé un dossier, ça fait un bon moment, et ils n'ont toujours pas d'autorisation, ce qui suggère qu'il y a quelques questions qui se posent. D'accord. Alors pour conclure quand même votre vision de l'avenir, le professeur Delfrécy annonce une 4e vague, alors on s'alerte, on s'affole, mais qui va être contrecarrée par le vaccin, donc il fait chaud-froid, ou plutôt froid-chaud. Vous l'avez un peu dit, c'est quoi la suite? Jean-François Delfrécy n'annonce pas une 4e vague. Il alerte sur le risque d'une 4e vague. Craint ce qui n'est pas la même chose. Et évidemment, la question se pose, surtout qu'il existe ce variant dit indien, Delta, qui est à l'évidence plus contagieux. La quasi-totalité des cas de Covid en Grande-Bretagne aujourd'hui sont provoqués par ce virus-là parce qu'il est plus transmissible que les variants précédents. La question de savoir, c'est est-ce qu'il va provoquer plus de cas avec hospitalisation, etc. Donc on attend avec impatience les données britanniques sur ce point. Ça n'a pas l'air d'être trop le cas. En tous les cas, ça touche plus des personnes non vaccinées que vaccinées, donc ce qui rassure sur l'efficacité du vaccin. Mais effectivement, il y a une course contre la montre, entre la diffusion de variants, plus transmissibles que les précédents, c'est le cas de ce variant, et la vaccination. Et donc évidemment, c'est tout ça. Mais le message est toujours le même. Il faut se vacciner massivement le plus vite possible. Et il ne faut pas douter de la vaccination. C'est ça votre message? Bien sûr. Vous n'êtes pas trop pessimiste quand même pour la rentrée? Parce que l'année dernière, à la même époque, on disait bon, c'est un virus saisonnier, il a quasiment disparu, puis pof, il faut être très vigilant. Moi, je suis incapable de faire des prédictions. Je dis qu'il faut vacciner. Il faut respecter les mesures barrières qui sont encore en place pour éviter que le virus reprenne ici ou là. Excusez-moi. Et être vigilant, suivre les virus, l'évolution des variants, et on s'adaptera. Merci Pascal. Vous ne doutez pas, Philippe? Absolument. Une citation, tu ne vas pas nous la refaire parce que tu l'as déjà faite. Merci Alain Fischer. Merci aux équipes. Merci à Françoise Millet, Nathalie Rattel et Manuel Tay, à la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé et à Hortus. Merci Renaud. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité qui nous a accueillis ici, Medtronic et Point Vision. Et on se retrouve en septembre alors. Oui. Et vous savez ce que c'est l'éducation? C'est de savoir, de se souvenir de ce que l'on n'avait pas su avant. Qui doute meurt. Voilà. Absolument. Alors, qui toi? Le maréchal Foch. Merci. Il ne le savait pas, il ne l'avait pas su la première fois. Je n'y aurais pas pensé. Merci à vous tous. On donne rendez-vous en septembre. Merci, monsieur Fischer.